Parti pour enregistrer. Donc, merci beaucoup, Azel Volk, de venir aujourd'hui. Tu ouvres cette session 2024 des conférences de l'AFECOP. Donc, l'AFECOP, c'est l'association francophone d'éco-psychologie, une jeune association qui a 2 ans, que j'ai cofondée avec Johan Zvechkar, qui est ici présent, euh, et qui va lui aussi te poser des questions sur ton livre. Donc, dans la FECOP, on a beaucoup d'actions et un des volets, une des pétales, c'est justement de pouvoir promouvoir l'éco-psychologie par des conférences, par un sommet qu'on a déjà fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse et honorée d'ouvrir ce cycle avec toi et avec ce magnifique livre que tu as écrit qui s'appelle La sagesse des ancêtres, réveiller notre lien au vivant. J'en dis pas plus et je vais te laisser te présenter, Azel, si tu es OK, et nous présenter ton livre. Bien, merci. Bonsoir à tous. Et puis, quel honneur d'être là parmi vous. Merci à nouveau. Il y a un micro qui n'est pas désactivé, peut-être. J'entends. Ah, je peux pas le faire, je suis pas. Je vous laisse. Voilà, donc Hazel Volk. Donc oui, auteur. J'avais envie d'ajouter co-autrice en fait finalement parce que comme j'expliquais plus tôt à Emmanuel, j'ai écrit ce livre clairement avec mes ancêtres. On reviendra peut-être là-dessus après, mais voilà, pour moi c'est vraiment une co-création avec mes ancêtres grâce à mon lien avec mes ancêtres et voilà, il y a un peu de magie là-dedans. C'est vraiment l'impression que j'ai. Euh, donc, je m'appelle Hazel, je suis originaire du Pas-de-Calais, du Nord-Pas-de-Calais, enfin, Nord-Pas-de-Calais, Belgique, voilà, tout le nord de la France. Depuis au moins 30 générations, la famille s'est installée là-bas après avoir migré à travers voilà, l'Angleterre, la Hongrie, la République tchèque, l'Allemagne et puis les Balkans, à peu près. Et puis c'est dans les forêts en fait du nord de la France que enfin petite je sortais déjà, enfin voilà, maman m'emmenait au marais et je m'amusais avec les grenouilles, donc il y avait déjà un lien très fort avec le monde naturel. Mais c'est vraiment avec mon premier salaire, je me suis offert un appareil, enfin un réflexe numérique là, et j'ai commencé à aller en forêt en fait, faire de la photo animalière, c'est ce qui m'appelait le plus. Et puis c'est là qu'il y a vraiment une reconnexion au vivant. Et en fait, il y avait comme voilà, on va parler aussi d'éco-psychologie. Je pense que voilà, depuis toute petite, je souffre d'éco-anxiété. À l'époque, bien sûr, je ne pouvais pas mettre de nom là-dessus, ou de mots, ou même comprendre ce qui m'arrivait, mais il y avait cette anxiété qui était constante, et puis ce mal-être d'être dans cette société de consommation à laquelle j'avais pas l'impression que j'appartenais. Et en fait, aller en forêt, ça m'a vraiment, vraiment apaisée. Il y a quelque chose qui s'est posé pour moi. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, d'être en silence avec tous les bruits du monde naturel, les oiseaux le matin, enfin au lever, au coucher du soleil, par toutes les saisons. C'est vraiment ce qui a commencé à me relier à mes sens, parce qu'il a fallu que il a fallu me relier à mes sens pour pouvoir aussi avancer comment dire, cette activité, entre guillemets. Voilà. Et puis de fil en aiguille, bon, c'était par passion, hein, j'étais pas professionnelle, hein, c'était vraiment mon loisir du week-end et des soirées. Et puis au final, à 27 ans, l'âge de 27 ans, j'ai tout plaqué et je suis partie en Australie. Et ce qui devait être un voyage d'1 an est devenu vraiment un retour vers soi de 9 ans. Voilà, avec 7 ans et plus de 7 ans dans le désert, donc en plein centre australien. Arrivé là-bas vraiment sans ambition, sans attente. Et puis la Terre m'a juste attrapée, embrassée. Voilà, et j'en suis tombée amoureuse comme on tombe amoureux de quelqu'un. Et donc il y a vraiment eu cette étape où bah là j'ai travaillé en fait auprès des peuples autochtones locaux, des aborigènes locaux, et vraiment travaillé et vécu, hein, parce que voilà, on habitait dans une petite ville. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que avoir la chance en fait d'être témoin de cette culture qui est encore très 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 vivante dans le centre australien. Donc non seulement être témoin de la culture, mais aussi être témoin de la colonisation et des méfaits de la colonisation, évidemment. Donc les deux m'a permis moi de me poser des questions sur ma place dans le monde, ma place en tant qu'Occident, en venant de l'Occident, occidental, occidentaux, voilà, en tant que personne venant de l'Occident, d'Europe. Et ça m'a permis aussi voilà, de faire face à quelque chose, à des grandes questions. C'est voilà, qu'est-ce que nous, en fait,
qu'est-ce que notre connexion, où est passée notre connexion au vivant que nos ancêtres avaient et que les peuples aborigènes ont toujours. Voilà. Parce que naturellement, on avait ça aussi, c'est sûr, parce qu'on vivait de la même façon, voilà, dans notre environnement naturel, il y a, voilà, enfin, avant l'ère agricole, j'ai envie de dire, ou au début même. Donc c'est quoi, entre 10 000 et 5 000 ans? 10 000 et ouais, 5 000 ans à peu près. Euh, et voilà, où c'est passé, quel est l'impact de cette déconnexion et comment en fait espérer la retrouver. Voilà. Donc ça a été le cheminement qui s'est passé pour moi quand j'habitais là-bas. Et il y a eu autre chose aussi, c'est vraiment voilà, à travers les randonnées, et là je parle de vraiment de moments passés dans le monde naturel, mais sans même spiritualité, hein. Je vous parle de randonnée, je vous parle de camping, je vous parle de enfin, voilà, juste être en relation avec le vivant. Il y a eu des expériences avec le monde invisible que je ne peux pas expliquer et qui ne sont pas explicables et que je n'ai pas envie d'expliquer et de chercher pourquoi, mais je sais que ça s'est passé et ma réponse à ça, c'est que le visible et l'invisible, il n'y a pas de séparation et qu'en fait, en Australie, là où j'habitais, comme il n'y a jamais eu de cassure entre l'humain et le monde des esprits, il y a toujours eu cette interaction vivante. Il y a toujours eu, voilà, ce monde des esprits ou invisible, qu'on appelle invisible aujourd'hui, mais qui a été valorisé. C'est une relation réciproque avec les humains. C'est comme si en fait les esprits étaient plus bavards. Donc je sais pas en fait. J'ai eu des expériences un peu voilà, comme ça où vraiment bah, j'ai dû faire face à quelque chose, c'est-à-dire que oui, il y a beaucoup plus que nous, en fait, simplement. Donc voilà. Donc ça, c'était tout le cheminement qui m'a mené à mon livre, plus ma formation voilà, de guérison en travail avec les ancêtres, en lignée des ancêtres que j'ai fait avec le docteur Daniel Faure. Je ne vais pas en parler à ce niveau-là parce que ce n'est pas le sujet, mais ça a contribué à ça aussi, parce que j'entretiens une relation avec mes ancêtres au quotidien. Voilà, grâce à cette pratique et à cette structure. Et donc ce livre, hein, qu'est-ce qu'il est en fait? Mon livre, c'était vraiment un recueil de réflexions par rapport à mon vécu. Donc je suis pas experte, je suis pas professionnelle, je suis pas historienne, je suis pas anthropologue, je suis une personne lambda qui est retombée amoureuse du vivant à travers des expériences vécues. Donc vraiment, mon livre, c'est un recueil de ça, de mon évolution et de mon initiation personnelle en rapport avec le vivant. Et puis aussi, c'est un petit guide pratique où j'essaie de glisser des exercices, des invitations à la fin de chaque paragraphe pour vraiment aller explorer un peu en profondeur ce qui se passe pour chacun. Parce que le but, c'est pas d'apporter des réponses avec ce livre, c'est vraiment de vous inviter c'est d'inviter le lecteur à trouver ses propres réponses et son propre vécu, en fait, sa propre expérience, sa propre vérité. Mais moi, mon but principal avec ce livre, c'est vraiment de rétablir l'identité de nos ancêtres, en fait. Et le but, pourquoi je fais ça, c'est juste parce que on entend beaucoup parler de New Age, de chamanisme, de bains de forêt. Il y a tellement de pratiques aujourd'hui. On entend parler de tout ça. Et en fait, le but ici, moi, de mon livre, c'était aussi en quelque part, de renormaliser en fait cette connexion au vivant. Parce que cette connexion au vivant, elle n'a rien de New Age. Elle est ancienne, elle est aussi vieille que la Terre, en fait, que l'univers. On a vécu en relation avec le monde naturel, dans notre environnement naturel, en tant qu'humains et même avant que nos ancêtres deviennent humains, depuis la nuit des temps, jusqu'à ce qu'on commence à s'en éloigner avec voilà, la sédentarisation, l'arrivée de l'agriculture, la cultivation de la terre, la culture de la terre, cultivation. Désolé, je fais des anglicismes, j'essaie de. Voilà. Euh, et, euh, et donc jusqu'à là, on vivait en rapport constant avec le monde naturel, un monde qu'on percevait voilà tel qu'il est, vivant, en interaction constante. Donc que ce soit les plantes, les animaux, les éléments, les végétaux, les planètes aussi. Enfin voilà, l'influence de la Lune sur la Terre, l'influence du Soleil. Il n'y aurait pas de vie en fait sur Terre sans la Lune et le Soleil. Donc ce côté vivant, c'est aussi ça. Sans cette danse des planètes entre elles, il n'y aurait pas de vie. Donc la vie, c'est ça, quoi. C'est pas non plus aller imaginer que tout est voilà, esprit et invisible. C'est qu'il y a de la vie et qu'il y a des interactions constantes, visibles entre chaque être. Il y a cette interconnexion et cette interdépendance entre les uns et les autres. Et donc, nos ancêtres avaient connaissance de ça. Ceux qui chassaient, cueillaient, ceux qui voyageaient, traversaient la terre à pied, étaient constamment en relation avec ces forces, étaient constamment témoins et acteurs aussi
de cette vie. Et le but du livre, c'est vraiment de se rappeler de ça. Et en fait, tout ça, cette vie, quand on perçoit, quand on sait que tout est vivant autour de nous, c'est ce qu'on appelle la vision animiste. Vous avez sûrement entendu parler de ça, l'animisme, qui est souvent confondu avec le chamanisme. D'abord, je trouve, enfin, quand j'en entends parler, c'est souvent voilà, un peu confus la définition entre les deux. Mais cette vision du monde où nos ancêtres, ou les peuples autochtones aussi du monde actuel, hein, perçoivent, savent que tout est vivant, c'est ce qu'on appelle justement la vision animiste. Et voilà, c'est basé sur des valeurs relationnelles et c'est pas une religion. On entend souvent, moi je sais que si je tape sur Google animisme, tout de suite c'est écrit que c'est une religion. Enfin, c'est vraiment les premières lignes, c'est ça quoi. Et en fait, c'est pas une religion parce que ça relève pas d'une croyance. L'animisme, c'est vraiment une expérience vécue, somatique, au niveau somatique. Une personne qui vit au quotidien dans un environnement naturel fait l'expérience avec tous ses sens du monde dans lequel elle vit. Et donc, reconnaître que tout ce qui est vivant autour de nous et en nous fait partie de cette expérience, c'est cette expérience. Et donc, voilà, la vision animiste, c'est une expérience vécue. Pas une croyance, pas un système de croyance, une religion. Voilà. J'ai quelques notes que je vais quand même regarder rapidement pour voir si j'oublie rien. Donc vraiment, il y avait, voilà, c'est aussi comprendre que nos ancêtres et la sagesse de nos ancêtres, oui, elle est humaine. L'être humain, notre espèce, a environ 300 000 ans de ce qu'on sait aujourd'hui. Ça risque d'être repoussé bientôt. Mais avant ça, il y a d'autres espèces humaines. Et encore avant ça, on a d'autres espèces dont on descend, en fait. Et c'est se souvenir aussi que notre connexion, notre sagesse ancestrale, elle s'étend au-delà, en fait, de notre espèce. On détient la sagesse de notre espèce, qui détient la sagesse des espèces qu'elle a traversées avant, des formes et des tailles, en fait, qui est, voilà, enfin, de notre transformation depuis la première cellule qui est apparue sur Terre, en fait. Et peut-être même avant dans l'univers, à coup sûr. Voilà, poussière d'étoiles, c'est pas juste une illusion. Mais en tout cas, voilà, notre vie sur Terre, en lien dans notre environnement naturel, en tant qu'Homo sapiens, donc depuis la naissance de notre espèce il y a à peu près 300 000 ans, ça représente à peu près 98% de notre existence, de notre expérience humaine sur Terre. Et donc c'est là que des fois on me dit oui, mais comment on se reconnecte? Enfin, on a tellement tout perdu, mais si on fait le poids un peu, on a perdu, enfin, ça fait 2% de notre histoire, ou alors il s'est passé beaucoup de choses en 2% de notre histoire, mais on a aussi 98% de notre histoire, de l'histoire de notre espèce qui s'est faite dans son environnement naturel en rapport avec l'ensemble du vivant. Voilà. Et attention, oui, je veux ajouter un truc, c'est je veux pas non plus exotiser, si ça se dit, ou romantiser, je sais pas trop comment ça se dit en français, mais euh, embellir voilà, le passé de nos ancêtres non plus, en disant que tout était harmonie et équilibre. Alors l'équilibre, oui, certainement, harmonie et pas forcément, je veux dire, enfin, on est aussi des animaux, les animaux se battent pour leur territoire. L'humain est humain, l'humain est un animal, donc voilà, enfin, après, on peut s'imaginer un tas d'histoires, mais ce qui a été prouvé et ce que j'ai mis dans le livre, c'est que tout ce qui est massacre de masse et génocide ont seulement commencé à partir de l'arrivée de l'agriculture, de la sédentarisation. À partir du moment où où l'humain a commencé à s'approprier des terres et la propriété. Voilà. Donc voilà, donc d'où l'importance pour moi de se tourner vers nos ancêtres du Paléolithique et d'essayer de retrouver ces sens perdus, parce que c'est grâce à ces sens qu'on peut aussi voilà, se réémerveiller devant le monde dans lequel on vit, en tout cas de ce qui reste, et essayer de préserver et de préserver autant que possible. Mais voilà, on a tous ça en nous et c'est vraiment là-dessus que je voulais faire le point. Euh, donc dans mon livre, je parle quand même. Donc là, je fais état de nos ancêtres pour rétablir un peu l'identité de nos ancêtres, mais donc rétablir l'identité de nos ancêtres, c'est non seulement en fait cette vision du monde, mais c'est aussi notre rapport à la terre, au territoire qui est sous nos pieds, parce qu'il faut comprendre que chaque culture naît, émerge de la terre de laquelle elle vient. Donc il y a toute une explication là-dessus aussi. Le rôle des rituels, rituels, cérémonies, enfin, peu importe les noms qu'on donne, mais le côté spirituel et le côté trans aussi. Donc il y a vraiment toute une explication là-dessus.
Et puis aussi, voilà, je parle pas mal de l'invisible dans mon livre, du monde des esprits, parce que ça fait partie de la vie. En fait, voilà, on fait partie d'un monde multidimensionnel, en final. Et ça, les peuples autochtones, tout comme nos ancêtres qui vivaient dans ces, voilà, proches de, ou en tout cas en rapport constant avec le vivant, le savaient. Donc voilà, enfin, c'est pareil, se connecter à l'invisible, souvent on pense que c'est quelque chose de spécial et de magique. En vrai, c'est voilà, ramener la normalité en fait de notre humanité et de nos capacités intuitives et cognitives innées en fait. Il y a vraiment cet aspect-là dans le livre, hein. Et donc dans la dernière partie du livre, c'est retrouver notre humanité. Et là, c'est une invitation vraiment à se relier à nos émotions, à comprendre un peu là, ça relève de l'éco-psychologie, à comprendre notre déconnexion au vivant, voilà, retrouver nos émotions, retrouver les sensations du corps, réapprendre à voilà, ressentir à travers le corps et surtout réapprendre à accepter notre impermanence sur Terre et la mort. Donc voilà, je parle un peu de tout ça à la fin. Ouh, ça faisait beaucoup d'informations. Merci Hazel d'avoir exprimé en tout cas comment toi tu as eu ton parcours par rapport au livre. Moi, je vais peut-être partager le côté lectrice et en même temps chercheuse derrière. Euh, j'ai vraiment, comme je te le partageais en off, j'ai vraiment été touchée dans la lecture de ce livre parce que c'est une rédaction en jeu qui part de ton expérience et en nous parce que derrière, il y a vraiment ce rapport au vivant avec les ancêtres. Et dans cette expérience, on peut sentir, en tout cas, on peut sentir une évolution qui fait aussi du bien quand on le lit à plusieurs niveaux, dans le sens où on n'est pas face à une personne qui est arrivée avec des capacités extraordinaires qui font que hop, 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 c'est génial, c'est la nouvelle chamane ou c'est la nouvelle personne qui discute avec les ancêtres. Pas du tout. On sent au contraire une personne qui est arrivée avec une sorte de cœur, de curiosité et de rencontre et en même temps d'interrogation, d'étonnement. Et au fur et à mesure, on sent que c'est quelque chose qui est arrivé sur un process en temps long. Et ça aussi, ça fait du bien parce que déjà, ça permet de, comme tu le disais, de normaliser la possibilité d'accéder aussi à une autre connexion plus subtile avec le vivant. L'invisible est peut-être invisible aux yeux, mais pas avec le cœur. Et donc, concrètement, on voit que tu commences par le pistage. Et moi, ça m'émeut beaucoup, étant déjà grande fan de Morisot, mais je sais que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais grave, en fait, c'est ça. euh, on doit aller redévelopper nos capacités cognitives d'observation, de rester à ne plus bouger. Et du coup, je vous lis juste ce petit passage qui m'a vachement émue, et je trouve que tu le résumes hyper bien. Tu dis en fait, au fil des années passées en forêt, donc déjà on sent que tu vois, c'est sur un temps long et que c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, à la recherche d'animaux à photographier, mon défi était de les approcher sans les déranger. Cela a exigé des mois de pratique, de présence et d'écoute, à marcher lentement et silencieusement, me cachant, me figeant ou rampant dans les feuilles mortes, la boue ou la neige, des gestes que je n'avais jamais appris, mais qui me sont venus naturellement. Quand j'étais capable de passer inaperçu, le monde me révélait sa beauté. Et ça, euh, c'est vraiment assez extraordinaire, tu vois, comment dire, cette manière dont tu l'as apporté dans le livre, de dire, mais en fait, peut-être que toi, tu as commencé à redévelopper tous tes sens, peut-être par l'art du pistage, et peut-être que les choses sont venues après. Enfin, je sais pas comment toi, tu le vis, mais moi, c'est comme ça que j'ai vu en tant que lectrice. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire, waouh, en fait, redéveloppons ces savoir-faire, ces savoir-être, avec quand même ténacité, parce que je pense que tu as dû me faire preuve de beaucoup de patience et de courage, mais en fait, ça vient à soi. Ouais, je sais pas comment toi tu l'as vécu. Merci déjà, c'est marrant d'avoir quelqu'un qui lit un passage. En fait, c'est la première fois que quelqu'un lit un passage de mon livre, donc c'est devant moi, donc c'est agréable, c'est marrant. Euh, Oui, je pense que oui, je pense que ça s'est passé comme ça. Donc le pistage, c'était vraiment... Et puis voilà, enfin, le pistage, ça s'est fait aussi dans le sens où si je faisais du bruit dans la forêt, je revenais bredouille, quoi. Enfin, il y a ça aussi, c'est-à-dire on n'a rien sans rien. Et c'est là qu'il y a un échange réciproque. C'est-à-dire si vraiment moi je veux revenir avec des photos d'animaux, de chevreuils qui dorment, j'ai plutôt intérêt à être discrète, quoi, parce qu'ils nous craignent. Et donc il y a eu vraiment ça. Et il y a eu aussi cette...
il y avait un truc dans la forêt où je me souviens, il y a des fois, je me suis demandé si j'étais, enfin, si j'étais pas un peu, voilà, un peu perchée, quoi, parce que je me souviens, il y a des fois où j'étais dans la forêt et je rêvais que enfin, j'avais envie de parler aux animaux, en fait. Et, il y a les lapins. En fait, je restais immobile à certains moments. Mon mode de pistage, c'est pas de rester immobile, c'est plutôt d'avancer lentement et puis de, voilà, de voir sur quoi je tombe. Mais plusieurs fois, je suis restée immobile et j'avais les lapins et les lièvres qui passaient littéralement devant moi, quoi. Et je bougeais pas et je tremblais parce qu'il y a l'excitation qui est là. Donc je tremble et je reste immobile et il y avait ce. J'avais l'impression de faire partie du paysage et de pouvoir presque les entendre parler. Enfin, c'était vraiment, vraiment étrange comme situation, quoi. Et, il y avait, je pense que ce que ça nourrit en moi, c'est ce besoin d'appartenance. En fait, je pense qu'il y avait un moment où j'étais perdue, enfin j'étais perdue, qui ne l'est pas, et puis j'ai l'impression que ça se renouvelle tout le temps. Quand on a l'impression de se retrouver, des fois on retombe bien bas, et voilà, je sais de quoi je parle, mais cette impression d'être dans la forêt, enfin ce moment d'être dans la forêt, j'avais l'impression d'être chez moi en fait. Et ce qui s'est passé au fil des années, c'est plus tard, donc 10 ans plus tard, quand j'étais en Australie et que j'ai fait des recherches généalogiques, j'ai réalisé que la forêt, ma forêt préférée, qui est la forêt de Mormal dans le nord de la France, en fait, j'ai des ancêtres qui viennent des villages tout autour. Et en fait, je pense sincèrement qu'il y avait quelque chose où mes ancêtres probablement me rappelaient là-bas. Enfin, il y avait quelque chose au-delà du compréhensible, quoi, et de l'explicable. Mais est-ce que j'étais finalement pas sur mes terres ancestrales et que ces terres, en fait, me parlaient à leur manière, quoi. Et le pistage, effectivement, c'était ma façon de me relier, quoi. Et aussi, au niveau psychologique et émotionnel aussi, de m'autoréguler. C'est-à-dire que voilà, j'aimais pas forcément ce que je faisais à l'époque en termes de boulot. Enfin voilà, et je pense que ça, c'était vraiment ma passion, ce que je voulais faire. Et ça me régulait pour la semaine, et ça me nourrissait. Et puis voilà, ça m'apportait vraiment quelque chose, une richesse quoi, intérieure. Et voilà. Mais oui, le pistage il m'est venu. Bah oui, oui, naturellement. Et puis après, la capacité à savoir, en fait, quand les animaux étaient à côté de moi, sans même les voir, les entendre, il y avait un sixième sens, quoi. Il y avait vraiment clairement quelque chose aussi qui s'est développé sur la fin. Hmm. Voilà. Mm. Et du coup, c'est quelque chose qui rend puissante, j'imagine. Ouais, 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 c'est puissant. Oui, oui, non, mais oui, c'est clair. Quelque chose Ouais. qui est puissant, c'est ça que tu m'as demandé? Ouais, qui rend puissante, Ah, tu vois, oui, qui oui, oui. Ouais, redonne ouais. confiance dans ses capacités, peut-être qu'on perd ou qu'on a l'impression Oui, d'avoir perdu. oui. Après, on peut pas la partager avec beaucoup de monde, cette capacité, c'est ça. En fait, c'est que j'ai eu l'impression que ça a creusé aussi un gap entre moi et mes proches. Parce que toutes mes expériences, je ne pouvais pas à moins de pas retrouver des photographes animaliers ou des passionnés de l'environnement, en fait, je ne pouvais pas vraiment partager avec qui que ce soit ce que je vivais, l'intérieur et la beauté de ce que je vivais. Les gens voyaient mes photos, ils étaient contents, admiratifs et tout ça, mais il n'y avait pas d'appréciation pour le voyage qui me menait là-bas, en fait. Et Hmm. je pense que c'est ce qui m'a aussi mené à l'Australie et à finalement pas trouver ma place malgré ce travail, quoi. Hmm. Ouais. Ok, merci. Mm. Dans le livre, il y a également un lien fort que tu poses et comme je te l'exprimais, que j'ai trouvé aussi très intéressant, peut-être contrairement à certains livres qui travaillent sur les ancêtres, où tu l'as précisé tout à l'heure, tu édulcoles pas, enfin tu mets pas tu mets pas de ruban, tu mets pas de paillettes autour d'ancêtres où on se dit waouh, ils sont tous fabuleux, c'est tous magnifique. Au contraire, on est vraiment dans quelque chose de très réel. Et c'est ça qui est assez magnifique dans ton livre, c'est-à-dire que tu observes l'histoire des ancêtres dans aussi ce qu'ils ont donné comme patrimoine et matrimoine destructeur du vivant, destructeur aussi de nos liens au vivant, de notre lien à nous-mêmes. Et, tout le livre, finalement, on te suit et on sent que le travail est dans ce processus de transformation, c'est-à-dire honorer aussi cette mémoire, ne pas l'oublier et ne pas axer que sur le beau ou que sur ce qui fait peut-être du bien à l'ego ou je ne sais pas à quel idéal du moi. Et finalement, comment dire, c'est très accessible en fait. Moi, quand j'ai lu ton livre, j'ai aimé parce que je retrouvais tous mes patients dedans. Je me retrouvais aussi où je me disais, mais waouh, en fait, bah oui, on n'a pas tous une famille magnifique. Non, on a tous une famille où il y a eu des hauts, des bas, des non-dits, des merdes, des machins, des souffrances et en même temps, des fois, des choses belles et d'être tout simplement inscrit dans cette mémoire normale humaine des ancêtres.
J'ai trouvé ça très soulageant, très déculpabilisant et tu permettais en tout cas pour moi d'aller renouer un lien encore plus profond aux ancêtres dans la réparation et dans le fait de redonner du pouvoir dans l'ici et maintenant, dans la capacité à changer cette destinée en Mhm. honorant. Voilà. Ouais. Ouais, je sais pas Ouais, comment ouais. toi tu l'as vécu, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu quand j'ai. Mhm. Ouais, merci, c'est beau, c'est bien dit. C'est vrai que ça s'est vécu au fil des années et que ma connexion aux ancêtres était d'abord complètement basée sur des données en termes de voilà, recherche généalogique jusqu'à ce que je rencontre Dr Daniel Faure, qui a développé toute une structure. Son livre, il est connu, Guérir avec ses ancêtres, il est en France maintenant aussi. Et donc, il a développé toute une structure que j'ai apprise avec lui et que maintenant, voilà, j'accompagne les gens là-dessus, mais j'ai aussi fait mon travail personnel avec mes lignées. Et ça m'a vraiment permis d'aller explorer au fin fond de mes lignées ce qui s'est passé. Donc, le beau comme le mauvais, j'ai envie de dire, même si j'aime pas cette dualité, mais voilà, il y a tout un tas de traumatismes qui est enfin, et voilà, au-delà du familial et du personnel, enfin, une guérison, pour moi, on peut pas entamer un chemin de guérison si on prend pas en compte le collectif, quoi. Je veux dire, on peut pas guérir soi si on vit dans la boue dans laquelle on vit en ce moment, quoi. Et il y a vraiment besoin d'aller faire face et d'aller parler de ces voilà, blessures collectives qu'on traîne tous finalement. Et l'idée, pour moi, de se relier aux ancêtres, c'est d'aller comprendre notre cheminement depuis notre séparation du vivant jusqu'à aujourd'hui et voir qu'est-ce qui nous a amené, qu'est-ce qui nous a éloigné autant, en fait, du vivant, enfin, de notre environnement naturel. Et, euh, et quel est l'impact que ça a sur nous aujourd'hui et sur les générations futures, sur la Terre elle-même, sur d'autres espèces, parce qu'on emmène tout le monde avec nous, en fait, dans notre chute. Et c'est de voir comment nous, en fait, quelle est notre part à jouer, chacun, parce que c'est tellement énorme, en fait, que c'est pas voilà on a besoin de tous se relever quoi et on a besoin de tous se souvenir. Enfin voilà, la plupart, enfin moi je suis persuadée que la plupart des plus gros conflits mondiaux c'est ça, c'est dû à un déracinement, et ce déracinement c'est notre déracinement du vivant, et ce déracinement du vivant qui nous a complètement arrachés de nos émotions et de nos sensations. Il n'y a plus de capacité d'empathie, il n'y a plus de capacité de compassion, et donc bah voilà, on s'entretue, et puis on est là où on en est aujourd'hui quoi. Et quand on commence à faire un cheminement justement au niveau de nos lignées et avec nos ancêtres, et qu'on est, voilà, on est prêt à faire face à ça et à regarder un peu bah, le rôle qu'on joue en fait, le rôle qu'on joue dans ces blessures collectives, parce qu'on joue un rôle tous, que ce soit par notre consommation, nos façons de vivre, voilà. Et en fait, et c'est pas non plus, c'est pas pour voilà, se juger, se critiquer et se punir, c'est pas du tout ça, mais se dire, c'est voilà, bah, qu'est-ce que je peux faire en fait là, moi, de mon vécu, de mon vivant pour limiter mon impact, et comment moi je peux parler autour de moi pour aussi inspirer les gens autour de moi, quoi. Pour limiter l'impact sur les générations futures, comme beaucoup de tribus, d'après ce que je comprends, autochtones le font dans le monde, et comme j'ai entendu beaucoup parler, c'est on pense cette génération sur cette génération, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On fait un mandat, on pense sur 4 ans et on ruine tout ce qu'on peut ruiner pour empocher, et puis voilà. Donc comment on change ça, en fait? Merci Azel. Merci. Merci. J'avais une petite question aussi, si je peux me permettre, Manu, pour rebondir un petit peu. En fait, en t'écoutant, c'est là, ça m'a fait penser en fait à l'histoire de Geoffrey Delorme, qui a écrit L'Homme chevreuil, Mhm. qui a voilà, passé 7 ans dans la forêt au contact des chevreuils et de leur vie. Mhm. Et donc, il dit que pour lui, il a été avant d'être dans cette forêt, en fait, il a été introduit d'une certaine manière un peu hasardeuse, ou pas, je ne sais pas, par un chevreuil qui semblait être moins timide et apeuré que les autres, Mhm. et qui l'a introduit en fait à son monde de chevreuil. Et, euh, et en nouant une amitié de plus en plus avec lui. Et donc, je me demande si toi aussi, d'une certaine façon, il y a un être ou une situation où tu t'es senti finalement accueillie ou introduite dans ce monde forestier, ou par quoi en fait c'est venu? Est-ce qu'il y a un moment clé un peu comme ça dans ton histoire? Il y en a beaucoup. Merci, c'est une belle question. Il y en a beaucoup. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, mais la première chose enfin, à laquelle tu me fais penser, c'est un chevreuil que j'ai nommé Boss. Il était borgne et il avait des cicatrices partout sur le visage, et on voyait que c'était le roi des lieux.
le gardien des lieux. Et en fait, Boss, donc il m'a pas voilà, approché, invité, c'était plutôt l'inverse. Quand je marchais en bas, je voyais un peu, il y avait une espèce de colline là, et je voyais à travers les arbres, et je voyais Boss qui marchait le long, qui me regardait. Et si je faisais un pas de travers, il aboyait, il ameutait tout le monde que j'étais là. Et donc, il y avait vraiment cette espèce de complicité pour moi où j'étais surveillée, en fait. Il me regardait, quoi. Et donc, j'avais appris à marcher lentement, à pas me faire voir. Mais c'est comme devenu un jeu parce qu'il était tout le temps là à la fin, en fait. Il savait que je venais, il devait me sentir. Et moi, je le sentais aussi, je sentais sa présence. Et il y a un moment, en fait, la forêt, je pouvais plus y aller sans le voir, en fait. Il était tout le temps là. Et je pouvais pas le photographier parce qu'il avait cette manie de se mettre à contre-jour en haut de la colline parce qu'il voulait me dominer. Enfin, il y avait un truc de domination où il était là, il me regardait et voilà. Enfin, et il y a vraiment eu une histoire d'amour pour moi avec lui parce que chaque dimanche, j'avais vraiment peur enfin, de pas le retrouver le dimanche, enfin, le week-end suivant avec la chasse. Et donc voilà, mais à chaque fois, il était là. Il était malin, je pense. Donc voilà, il y a cette histoire que j'aime beaucoup avec lui. Et je ne l'ai jamais oublié. Il sera toujours là et je dois avoir une photo ou deux de lui quand même, quelque part. Mm. Et ça, c'était dans quelle partie, quel coin? Ça, c'était dans le Pas-de-Calais, à la frontière, un petit bois privé à la frontière de la Somme, à côté de Bonnières. Ouais, c'était là-bas. C'était une toute petite forêt, mais de la campagne. Et voilà. Et pareil, terres ancestrales à nouveau. C'est une fois que j'ai quitté ces terres que je me suis rendu compte que j'avais des ancêtres dans tous les villages autour. Enfin, c'est vraiment étrange. C'est vraiment des choses bizarres. Oui. Tu n'avais pas une question? Ah, pardon. Johan, tu as. Non, non, vas-y. C'est bon pour moi. D'accord. Non, je pense qu'Emmanuel, tu avais une question sur le. Tu avais une autre question pour moi, tu m'avais dit. Oui, Mhm. du coup, je vais vers une dernière question parce que je me doute qu'après, il y a plein de personnes qui veulent te poser plein de questions. Euh, voilà. En fait, c'est une question de comment expliquer? Euh, Tout à l'heure, tu vois, tu nous as dit l'importance de se reconnecter, tu vois, d'aller guérir les blessures que nos ancêtres, en fait, nous ont léguées de cette déconnexion avec le vivant. Donc, j'en suis d'autant plus sensible que pour moi, c'est une évidence, enfin, tu vois, de voir les paradigmes destructeurs, en fait, qu'on a hérités et qu'il nous faut transformer. Par contre, ce qui m'intéresse dans ton approche, c'est que toi, tu choisis une voie en éco-psychologie qui serait peut-être plus vers de l'éco-spiritualité, qui mixe l'éco-spiritualité, l'éco-philosophie aussi, l'éco-rituel. Mais toi, ton travail, alors je ne sais pas si c'est ton œuvre, mais en tout cas, ce livre montre que le travail que tu as eu jusqu'à présent, c'est vraiment la transformation par les ancêtres. Mhm. Et est-ce que tu pourrais peut-être pas forcément nous donner un exemple, mais exprimer comment toi, en fait, tu fais, comment tu travailles, tu vois, cette transformation de notre déconnexion au vivant grâce au sens 7 pour se reconnecter, en fait, dans le lien. Hmm. Bah, déjà, la pratique que je fais, c'est que je vais rencontrer mes ancêtres sur un plan subtil. Donc, mes ancêtres, je vais carrément les rencontrer face à face. Ça peut paraître perché, mais il faut savoir quand même qu'en Occident, on est les seuls à pas le faire. Donc, bon, ça remet les choses en perspective, hein. Mais vraiment, aller rencontrer mes ancêtres sur un plan subtil. Et quand je parle ancêtre, je parle pas de 5 générations. Je retourne au plus loin possible sur ma lignée, là où c'était encore, j'ai pas envie de dire intact, parce qu'il n'y a jamais quelque chose comme ça, mais où la connexion, en tout cas, était encore vibrante au niveau du vivant. Et donc, en fait, je passe vraiment tous les troubles. Et ça, c'est vraiment la structure du docteur Fort, hein. Donc, je passe tous les troubles et je vais voir, hein, je vais essayer de trouver un ancêtre ressource auquel je me connecte. Et cet ancêtre ressource devient mon guide en quelque sorte et me montre un peu ses affinités avec le vivant, me fait comprendre les affinités que moi j'ai avec le vivant, ou peut-être aussi des aversions, parce que enfin, je sais que moi personnellement j'ai assez peur de l'eau, il y a des choses dont voilà, je ne suis pas forcément attirée par le côté océan et mer, et j'ai des lignées qui me montrent un peu pourquoi, à travers des choses qui se sont passées, des traumas ou autres. Et, euh, et en fait, de savoir que mes ancêtres, ils me montrent comment ils se relient au vivant. Voilà, que ce soit en jouant de la musique, que ce soit en étant présent, que ce soit juste en étant voilà, eux-mêmes. Ils me montrent la façon dont ils le faisaient. Et aussi, parfois, ils me demandent aussi de faire des offrandes pour eux, à tel arbre, à telle forêt, à tel être, et de maintenir un peu
euh, peut-être une pratique rituelle, une pratique d'offrande en fait à eux-mêmes, aux vivants. Enfin voilà, et donc il y a cette dynamique de réciprocité aussi, c'est-à-dire que je ne vais pas juste voir mes ancêtres en disant, hé les gars, j'ai besoin de vous, venez m'aider. C'est pas ça, c'est non, il y a un échange en fait. C'est voilà, est-ce que vous voulez quelque chose en échange voilà, voilà, de ce que vous m'apportez? Et puis il y a vraiment cet échange et il y a cette communication constante. Et au début, c'était compliqué parce que c'était sur le plan subtil. Et puis on a toujours cette tendance à se demander si c'est pas enfin, il y a toujours le cerveau gauche qui vient et qui dit non, non, mais t'inventes tout, c'est n'importe quoi, c'est dans ta tête. Sauf qu'en fait, quand il y a des synchronicités qui arrivent, qui sont tellement grandes qu'on peut plus ignorer les faits. Et puis ça fait des années que je fais ça, donc maintenant j'ai arrêté de me poser la question du pourquoi ou du comment. En fait, ça m'intéresse plus. Les résultats sont là. C'est les ancêtres qui m'ont murmuré le sommaire du livre et qui ont écrit la moitié du livre avec moi. Donc il y a un moment, voilà, il y a des choses qui se passent aussi. Et, et cette guérison, pour moi, enfin moi, elle me guérit moi, mais aussi, elle m'a aussi menée sur un chemin où j'accompagne, où j'écris un livre, où j'accompagne les gens. Et pour eux, enfin, ils m'ont donné quelque part cette mission de, j'aime pas trop le mot mission, ça fait un peu voilà, mais ils m'ont donné ce rôle à jouer quelque part de transmettre au final, de transmettre et d'accompagner. Et oui, peut-être, voilà, je fais pas, enfin, je guide pas de mon écothérapie, je guide pas des gens en forêt, ou je fais pas ci, je fais pas quoi que je l'ai fait avec la photo, mais c'est pas, voilà, c'est pas mon. L'appel, c'est plutôt sur un plan subtil de se relier à ses racines, de comprendre ses racines pour justement profiter encore mieux d'une connexion au vivant et de la comprendre en profondeur, en fait. Hmm. Mais je te remercie, Azel. Et je termine après, promis, je pose plus de questions, mais c'est la dernière. Euh, enfin, je sais pas si c'est une question, mais c'est juste approfondir. Ce que tu dis là, déjà, ça résonne beaucoup. Et à un moment donné, dans ton livre, j'ai également été touchée. Enfin, tu vois, pendant tout le livre, je crois que j'ai été touchée par ton authenticité, mais peut-être encore plus à ce passage quand tu parles du néo-chamanisme et que tu avertis sur le fait que le problème, c'est de prendre un outil et de le généraliser dans tous les lieux sans, avec encore ce côté très colonisateur ou colonisatrice, d'arriver en disant, bah voilà, je prends mon tambour et dans n'importe quel lieu, je vais prendre mon tambour et hop. Et tu racontes cette anecdote que peut-être tu vas peut-être nous raconter ou une autre, peu importe, ou pas, comme tu auras Mhm, envie. Mais où justement tu expliques que bon, bah, à un moment donné, tu prends ton tambour et puis tu tapes du tambour et là, il se passe quelque chose. Mais en fait, non, le lieu n'a pas envie. Et mhm, déjà, j'ai été touchée par l'humilité que tu poses, que tu racontes et qui nous permet aussi de nous dire, mais attention, oui, quand on se connecte à un lieu, on se connecte à du vivant, on se connecte à une mémoire et on ne va pas généraliser un processus, on ne va pas généraliser une méthode. Par mhm, contre, on va apprendre à rentrer en relation avec le territoire, avec le vivant, avec sa mémoire, mhm, pour comprendre comment dialoguer avec. Et ça, enfin, j'ai trouvé ça d'une grande justesse et en même temps, c'est hyper apaisant de se dire ça. mhm. Oui, oui, merci pour cette question ou ce commentaire. Mais oui, effectivement, bah, enfin, tout ça, moi, je l'ai appris, et c'est dans le livre, hein, je l'ai appris. Alors, c'est sûr que moi aussi, j'ai fait des stages chamaniques pour découvrir un peu comment taper du tambour et me relier. Sauf que quand j'ai commencé à le faire, j'ai vraiment appris en me prenant des claques dans la figure qu'il y avait des choses à pas faire, franchement. Et pas des petites claques, des choses qui m'ont bien, bien fait peur, hein. Enfin, en fait, on rigole pas avec le monde des esprits. J'ai bien appris ça. Et en Australie, c'était assez violent de mon côté. Je l'explique dans le livre où bah, je tape du tambour et tout devient sombre et il y a des bruits autour de moi que je ne peux pas expliquer. Enfin voilà, il y a vraiment où j'ai l'impression je comprends pas ce qui se passe. Et puis il y a des ancêtres qui se sont invités au niveau de notre corps et tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment des choses à. Et on s'était pas présenté, c'est-à-dire que voilà, on arrive sur une terre qui est pas la nôtre, que mon peuple déjà, enfin mon peuple européen en tout cas a déjà colonisé. Et moi je débarque là, je me présente pas, je demande pas l'autorisation. Et puis je fais mon truc, et puis ça n'a pas du tout été reçu. Et puis aujourd'hui, je le comprends bien, mais il fallait que je l'apprenne, et ça a été fait comme ça. Et oui, en termes de néo-chamanisme, en fait, alors bon, voilà, enfin après, c'est pas du tout, dans mon livre, c'est pas une critique en soi, c'est vraiment, voilà, essayer de comprendre que le néo-chamanisme, en fin de compte, on est tous dans la même recherche, cette recherche de reconnexion et de lien au vivant. Et il y a quelque chose qui nous appelle au fond de nous, et on se dirige vers ce qu'il y a de disponible et d'accessible, en fait. Et ça passe là par le chamanisme, le néo-chamanisme et les tambours, et beaucoup plus de choses maintenant. Mais la compréhension, elle est là, c'est de comprendre qu'en fait, au fond de nous, il y a quand même une quête de reconnexion
et qu'en fait, cette quête de reconnexion, elle est parfois transportée d'un continent à l'autre hors contexte culturel et hors contexte colonial aussi. Ça veut dire qu'on continue cette colonisation spirituelle, pour le coup, en allant voler des pratiques et des histoires de cultures dont nous ne descendons pas. Et ça a un impact parce qu'on continue à perpétuer en fait ce schéma colonisateur. Il y a ça, c'est la première partie, mais c'est aussi la deuxième partie qui est pour moi super importante. C'est que en fait, le néo-chamanisme et le chamanisme en soi, les rituels euh, que toute tribu autochtone sur Terre pratique, sont une co-création avec la terre qui se trouve sous leurs pieds, en fin de compte, que ce soit le langage, les chants, les danses, les rituels eux-mêmes, c'est quelque chose qui a émergé de la terre avec eux. Et donc venir, aller chercher un rituel chez les Indiens d'Amérique, enfin les Indiens, les natifs d'Amérique ou les aborigènes d'Australie et les ramener en France, c'est pas, pour moi, c'est presque grave en fait. Enfin, il manque quelque chose en fin de compte. Et en fait, ce qui manque, c'est vraiment de réapprendre, c'est vraiment le fond de l'enseignement, c'est de comprendre qu'il faut réapprendre à écouter la terre qui se trouve sous nos pieds pour écouter les langages, les chants, les danses et les rituels que cette terre veut et dont cette terre a besoin. Et quand on aura compris ça, en fait, peut-être on pourra voilà, à nouveau trouver une voie éco-spirituelle de se relier qui soit authentique à nos terres, à nouveau. Parce qu'en France, on a quand même de la richesse, hein, tout n'est pas perdu. Moi, depuis que je suis rentrée et que je fais un peu le tour, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont préservées, énormément. On a de la chance. Et en fait, c'est de savoir saisir ça et réapprendre à écouter. Merci Hazel. J'ai envie de terminer sur ces mots qui résonnent avec une grande justesse, en moi en tout cas. Et, et du coup, t'ouvrir, si t'es OK, aux questions. Alors, vous pouvez poser les questions dans le chat, mais vous pouvez aussi les poser directement à Hazel, ce sera peut-être plus agréable. Je vois deux personnes que je connais. C'est la première question qui est la plus dure. Du coup, je vous propose de passer à la deuxième question directement. Allez, Moi, j'en ai une, si jamais. Moi, Ah, j'en ai si, une, ouais. Marianne, vas-y. Vas-y, Marianne. Ouais. Je me demandais, Hazel, si tu avais une expérience qui t'a montré que, en fait, la réciprocité que tu construis avec les ancêtres, c'est un peu une école de réciprocité pour les interactions avec les autres qu'humains, qu'ils soient avec un corps ou sans. Et je voulais savoir si tu avais une expérience un peu de ça par rapport aux offrandes, par exemple, tu vois, voilà. oui. Alors, est-ce que c'est par rapport aux offrandes hmm. Bah après, enfin, c'est vrai que moi j'ai remarqué quelque chose, c'est quand vraiment je prends le temps de me relier aux ancêtres, il y a plus d'abondance dans ma vie. C'est-à-dire que il y a des fois où voilà, j'ai vraiment besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un coup de pouce et je vais vraiment. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, je suis là, j'écris un livre sur les ancêtres, mais c'est vrai que je suis pas tous les jours non plus assise devant mon hôtel à faire des prières. Ça se passe pas comme ça. Ça a été comme ça à un moment, mais là ça s'est un peu estompé avec le retour en France. Mais par contre, je le fais, enfin, il n'y a pas une seconde, il y a pas un jour où je ne parle pas à mes ancêtres consciemment. J'allume une bougie tout le temps, enfin, j'ai la bougie allumée à côté, c'est tout le temps. J'ai des objets avec moi qui les représentent. Donc voilà, il y a tout le temps cette relation. Mais de m'asseoir et de méditer et de prier avec eux, en fait, et de vraiment les contacter. Euh, Pas forcément quand j'ai besoin seulement, mais aussi des fois pour simplement être là avec eux et les remercier hein, de ce qui se passe dans ma vie. Mais quand je prends le temps de me connecter et quand je le fais vraiment, systématiquement, les jours qui suivent, il va se passer des choses. Il va se passer des choses positives de mon côté. Enfin voilà, soit je vais avoir un coup de pouce ou j'en sais rien. Enfin, il y a des exemples, que ce soit au niveau du travail, au niveau financier, au niveau des opportunités, au niveau des relations. Enfin voilà, il va toujours y avoir quelque chose. Mais il y a quand même une chose. Est-ce que ça répond à ta question, Marianne?
Oui, non, en fait, parce que je pensais, parce que je suis en train de relire un livre de Martin Prechtel, là, Mhm, où il explique que le monde subtil, en fait, a besoin de nourriture de notre part pour maintenir mhm, les équilibres, les équilibres de la biosphère notamment, et les équilibres entre l'humain et l'autre humain. Et mhm, donc, du coup, les pratiques dont tu parles dans le mhm, livre, en fait, je me dis, c'est une école, en fait, pour mhm, réapprendre mhm. à, euh, à nourrir Ouais. ce qui nous nourrit. Voilà. Oui, c'est ça, rendre, rendre. Oui, ben moi, après, ce que les ancêtres m'ont vraiment enseigné, c'est d'aller prier sur ma nourriture et puis de partager ma nourriture, c'est-à-dire faire une assiette en plus parfois pour mes ancêtres. Je sais que j'ai des ancêtres qui me demandent du lait de chèvre à longueur de temps ou des dattes. Enfin voilà, c'est pas du tout d'ici, mais j'ai des ancêtres qui sont pas d'ici, donc ils me le demandent. Et je fais cette offrande. Ou des fois, c'est vrai que quand je vais en forêt, je fais des offrandes à un arbre ou à la terre elle-même. Enfin, il y a toujours un peu un geste comme ça. Et si c'est pas un geste, alors il y a ce que j'offre beaucoup. Ce qui m'est demandé, c'est de la musique et de la danse aussi. Je sais que les arbres aiment quand je mets la musique et que je danse en fait avec les arbres. Et ça me mène dans des états de transe, mais c'est enfin, c'est énorme quoi. Et la musique, enfin moi j'ai un arbre, je le dis dans le livre, je crois, hein, il y a un arbre qui m'a clairement demandé de lui jouer de la flûte quoi. Donc bah, je joue de la flûte. Donc il y a des demandes comme ça un peu des fois qui sont surprenantes, qui sortent de nulle part et voilà. Donc en général j'offre et Mhm. Ah, Sylvain, il faut que tu décroches le... Le micro. Voilà, excusez-moi. Est-ce que tu es dans la forêt et tout ça, tu as sûrement entendu parler, certains auteurs en parlent, du sentiment océanique. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça? Non, Non? Bon. non, mais je veux bien en savoir plus. Il y a Bernard Boisson qui en parle beaucoup. Enfin, qui en parle pas forcément beaucoup, mais D'accord, je regarderai. c'est assez compliqué à expliquer ça comme ça d'un coup, mais voilà. Mhm. Ça serait une expérience, parce que justement, tu disais que l'animisme n'était pas, enfin, que c'était quelque chose d'expérientiel à la base. Et le sentiment océanique, d'après certains, Jung entre autres, il disait que c'était l'expérience qu'on pouvait faire et qui avait amené à la spiritualité, puis par déviance aux religions, quoi. Mais D'accord, c'était la base, au fait, voilà, que tous les humains peuvent faire ou font une fois au moins. d'accord. Ok, une autre question, du coup, je le dis comme ça, dans tes discussions avec le monde invisible, est-ce que tu emploies ce qu'on pourrait appeler du rêve éveillé? Oh, il y a plein de noms que j'utilise. Rêve éveillé, je sais pas, moi, qu'est-ce que j'utilise comme mot? Enfin, moi, mes discussions avec le monde invisible, elles peuvent se faire à la fois dans mes rêves, dans Oui, des états de transe, que ce soit une transe induite volontaire, enfin, transe induite, ou des fois, pardon, une transe qui est... euh, En fait, je rentre en transe souvent quand je vais en forêt, sans trop pouvoir l'expliquer, mais si je fixe un point, si je suis vraiment concentrée sur un chevreuil ou sur quelque chose, enfin, voilà, je bifurque en fait. Le mental s'en va et donc il y a plein de. Alors rêve éveillé. Après voilà, ça, je sais pas ce que vous voulez dire par rêve éveillé. Je sais, mais que en fait moi, enfin, ouais. je rêve toute la journée, donc je sais plus faire la différence entre le visible et l'invisible à un moment. On peut employer des termes qui sont plus utilisés, c'est un état de conscience modifié. Oui, Ou alors, une fois que tu es dans la forêt à un moment donné, là, c'est plutôt la terminologie amérindienne, tu mhm. deviens la forêt. Oui, oui, voilà, ça peut être ça. Mais oui, état de conscience modifié, oui, complètement. Donc au début, je faisais ça avec le tambour. Et puis là, j'ai plus besoin du tambour. Là, en ce moment, c'est les carillons qui fonctionnent bien pour moi. Étant française, il y a peut-être une raison. Mais il y a, enfin voilà, il y a plein de façons de le faire, quoi. Enfin, après, il y a d'autres options qui sont moins légales. Mais enfin, moi, j'aime bien quand la transe me surprend. Enfin, je sais qu'en forêt, quand j'arrive dans la forêt et que d'un seul coup, il y a tout qui tourne et que
et que je bifurque, là, il y a quelque chose de, enfin, c'est vrai, quelque chose de super profond et sensuel en même temps. Je sais pas trop l'expliquer. Que quand je fais une séance, voilà, un peu plus entre guillemets chamanique avec un tambour pour justement induire une transe, c'est pas le même genre de transe, quoi. Et ça me prend plus au niveau du cœur, j'ai envie de dire. Je sais pas, il y a une lourdeur au niveau du cœur et ça se concentre au niveau du cœur que quand je suis dans la forêt, c'est vraiment là autour de la tête et peut-être dans les jambes aussi. Enfin, les sensations sont radicalement différentes en fonction des trans. Après, il y a d'autres choses aussi. Tu m'en as parlé, Emmanuel, au départ. Il y a la transe par la posture qui a été étudiée par c'est Felicitas Goodman, enfin, dont je parle dans le livre. Elle est plus là aujourd'hui, mais elle a un livre là-dessus et il y a un institut aux États-Unis qui continue à faire ça. D'ailleurs, il y a une opportunité tous les samedis d'essayer la transe gratuitement avec eux. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça. Et elle avait fait une étude avec les vieilles statues, les anciennes statues, hein, grecques ou du paléolithique, et la posture des statues. Et elle avait trouvé que en maintenant la posture de ces statues qui ont été récupérées, bah, c'était des postures qui induisaient en fait une transe. Et donc, bah, j'ai essayé 2 fois, en fait, ou 3 fois, bah, de suivre un peu ces enseignements-là en maintenant une posture telle une statue qui avait été retrouvée, là. Puis j'ai essayé avec un son qui sortait de ma bouche aussi, enfin, en utilisant la voix. Et ouais, je suis partie loin. Ça marche aussi. Donc, en fait, des fois, enfin, il n'y a pas besoin, moi, j'ai pas besoin d'un tambour, il suffit, enfin, la voix ou chanter dans une grotte. Quand j'ai l'écho de la voix dans la grotte pendant 20 minutes, il y a un moment, pareil, ça bifurque et il y a quelque chose. Et ça, c'était dur au départ, mais en fait, plus on le fait, plus c'est facile. Donc voilà. Hmm. Merci, je te comprends très Merci. Merci Azel. Alors, sur le côté, on avait une question d'Alexandre qui Mhm. témoigne donc avoir passé quelques semaines avec une femme médecine de la tribu de Dine qui disait alors des stages en France d'aller rechercher nos propres racines et nos propres cultures pour se relier à la terre. Donc ça l'a beaucoup marqué. Euh, et il dit donc, tu as dit que tu avais trouvé beaucoup de choses en France, mais c'est dur de s'y retrouver. Est-ce que tu aurais des exemples? Hmm. Ouais, alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire. Euh, Attendez, je déconnecte. Ce que j'essaie de faire, c'est. Alors déjà, moi, à travers. Alors moi, ce que j'aime, c'est voilà, me raccrocher au folklore local. Déjà, il y a une chose où quand on commence à creuser un peu dans le folklore local, on essaie de voir un peu la tangente, enfin la tangente, le fondement un peu animiste de chaque folklore, légende et tout ça. Il y a moyen de s'y reconnecter. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé en France, c'est la vouivre, toute l'histoire autour de la vouivre, de ce fameux serpent énergétique, enfin voilà, qui forme les cours d'eau souterrains. Enfin voilà, enfin voilà, il veut dire, il y a la même histoire quasiment partout dans le monde quand on commence à s'intéresser à la mythologie universelle. Enfin, moi, quand j'étais dans le centre australien ou en Australie en général, j'entends parler du serpent arc-en-ciel partout, à longueur de temps. C'est le serpent fondateur qui a creusé, qui a fondé les rivières, qui a forgé, formé les rivières sur le territoire. Et puis quand on rentre en France, ben, les histoires, elles sont pas si différentes que ça. Et oui, est-ce que c'est les énergies telluriques que nos ancêtres pouvaient percevoir? Et ces énergies telluriques, comment est-ce qu'on peut travailler avec elles? Il y a énormément de géobiologues en France, de sourciers, on a encore ça. Il y a des bouteux, enfin, il y a tellement de gens qui sont encore de père en fils ou de fille de mère en fille, qui se transmettent en fait ces savoirs ou qui portent ces savoirs. Des fois, il ne faut pas remonter très loin en France pour aller voir dans nos lignées et voir un peu ce qu'on portait. Euh, tout ce qui est coupeur de feu, enfin voilà, il y a vraiment moyen d'aller voir ça. Mais vraiment, pour moi, c'est se reconnecter à nos terres natales, à l'histoire de la terre natale. Moi, je sais qu'en étant du Pas-de-Calais, avec les bombes qu'on s'est pris sur la tronche lors des 2 dernières guerres mondiales, ben, les esprits, ils sont pas trop là, quoi. Ils sont un peu partis. C'est très compliqué. Mais par contre, dès que j'arrive en Bourgogne, c'est carrément l'inverse, quoi. Il y a eu moins de dégâts, je pense. Il y a toujours de la tristesse, il y a toujours de la lourdeur dans les paysages, mais les esprits sont là, c'est vibrant. L'eau, il y a quelque chose énormément avec l'eau ici. Il y a quelque chose qui me fascine. Et c'est là, toute l'histoire de la vouivre, enfin, ça, c'est pas loin. Il y a vraiment quelque chose ici, quoi. Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est d'aller voilà, s'acheter peut-être déjà pour commencer un livre sur le folklore local, rechercher un peu les légendes locales, voir un peu les points communs, essayer de comprendre quelles sont les symboliques derrière, parce que souvent c'est remanié par la religion, forcément, vu que ça a été écrit du latin au français. Et l'idée, c'est d'aller un peu creuser et de voir un peu les racines animistes et peut-être les autres mythes du monde
qui ressemblent à ces mythologies ou à ces légendes et voir un peu les similitudes entre ces différents mythes qui peuvent aussi nous indiquer euh, voilà, le langage de la Terre finalement. Parce que s'il y a une, comment dire, le langage, j'essaie de trouver des mots là. C'est difficile de trouver des mots sur un concept qui est censé être vécu en fait. Mais voilà, chaque histoire a une résonance, chaque lieu a une résonance. Cette résonance confère voilà une histoire aux humains que les humains ont racontée. Ces histoires ont été racontées au fil des siècles, déformées au fil des siècles en fonction de l'arrivée des religions, en fonction de l'histoire, en fonction de ce qui pouvait être dit et pas dit, ce qui devait être caché, enfin, voilà, crypté en quelque sorte pour pas être attrapé. Donc il y a vraiment tout ça aussi à déchiffrer. Et donc ça, c'est une façon de faire. Mais après, l'autre façon de faire, bien sûr, elle peut être sur le plan subtil. Et ça peut être très bien d'aller demander à nos ancêtres. Enfin, moi, je sais qu'il y a mes ancêtres qui m'ont parlé d'un peuple des loups, carrément. Enfin, moi, ils m'ont clairement dit, va pas chercher sur Google, tu vas rien trouver. Donc voilà. Enfin, après, j'ai pas été chercher. Mais ils me demandent de me connecter à cette énergie-là, à l'énergie du loup. Enfin, il y a vraiment quelque chose de là-dedans aussi. Donc, sur le plan subtil, il y a vraiment moyen d'aller voir ce qui se trouve dans nos racines et de redévelopper quelque chose qui est plus adapté à notre époque aussi, parce que l'idée, c'est pas d'aller chercher les rituels d'il y a 10 000 ans, quoi. Ils sont plus d'actualité, en fait. L'idée, c'est de voir un peu comment on va les comprendre et les chercher, leur impact et leur rôle, et comment nous, en fait, on les adapte ici, avec l'aide de nos ancêtres, avec l'aide du monde subtil, et avec l'aide des êtres vivants qui sont autour de nous, on peut co-créer ensemble quelque chose qui est adapté, en fait. Ah, le Jura, je regarde les... Hmm, le secret. Le Jura a une longue tradition du secret. Ceux qui le pratiquent sont des guérisseurs. Ce sont des restes de spiritualité pré-chrétienne. Ouais, mais il y en a énormément en France, hein. En Europe en général, hein. C'est juste qu'avec voilà, la persécution des femmes, il y a tout un pan qui a disparu parce qu'on ne pouvait pas en parler ouvertement. J'espère que ça répond à la question. Merci Azel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, elle est assez Ah, il y pratique. avait Fred. Ah ben, Ah, mais c'est d'accord. toi Sylvain. Après Fred là. Quand tu es rentré, tu as fait ton séjour en Australie, tu as vécu avec ce peuple et tout ça. Au moment où tu es rentré là, dans le monde occidental et scientifique, ça a bien été? Sujet de... Faut pas y aller maintenant. Non, ça se passe pas super bien, non, pas du tout même, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup de mal en fait. Au début ça allait parce que j'étais contente d'être là et tout ça, et puis après bah, ma vie a fait qu'il y a des choses qui se sont, voilà, enfin après il y a un peu de mal. Enfin après voilà, je vis entre deux cultures clairement, entre une culture anglo-saxonne, culture australienne et culture française, et le fait d'avoir quitté aussi longtemps, bah voilà, le retour est difficile, mais je suis sûre que si je retourne en Australie demain, la France va me manquer, donc j'ai vraiment mon cœur entre deux pays et plusieurs cultures. Et c'est pas facile, non. Ça a été assez compliqué. En fait, c'est assez compliqué parce que de voir un peu le niveau de consommation qu'on a en Occident, après, enfin, je veux dire, en Australie aussi, hein, c'est pas différent, hein, c'est peut-être pire. Mais de voir ça et de savoir que bah, là où j'habitais, il y a quand même des peuples qui se battent au quotidien contre les compagnies minières qui viennent déterrer leurs ancêtres et détruire leurs terres ancestrales au profit ben, de compagnies occidentales, hein, pour en enrichir quelques-uns. Bah, il y a toujours ça en fait. C'est que moi je vis ici en sachant que là-bas ça se passe, ça continue à se passer malgré tout. Et bah, c'est dur, c'est dur. Enfin, c'est comme la destruction de la forêt amazonienne, c'est comme la destruction de nos forêts françaises, c'est partout pareil, hein. Mais n'empêche que nos modes de vie ont un impact sur d'autres peuples, et de vivre au quotidien avec ça, je trouve ça très, très, très compliqué. Donc, voilà. Donc Mais au-delà de l'éco-anxiété, il y a l'anxiété sociale d'être responsable du malheur d'autres humains aussi, quoi. Mais voilà, peut-être un prochain livre. de moi, la compréhension que j'ai de ton parcours,
J'ai vécu aussi une quinzaine d'années dans le Grand Nord canadien avec le peuple Atikamekw. Et quand je suis rentré en Europe, ça a été terrible. Mm. J'étais vraiment attristé au plus haut point. C'était très Mm. compliqué. Mm. Ah, j'aimerais bien m'entretenir avec vous là-dessus. On aura l'occasion, j'en suis sûre. Merci. Mm. Super. Fred, tu avais une Fred? question? Merci Manu, merci Azel. Je suis très touché là par ce qui se dit là. Euh, il y a deux choses. Il y a deux choses. J'avais une remarque d'abord. Je voulais rejoindre ton propos Azel sur l'aspect. Sur, t'as dit le mot vol et le mot colonisation quant au fait qu'on s'attribue comme ça de manière très prédatrice et touristisante, je sais pas comment on peut le dire, les sagesses ancestrales. Voilà, et je voulais juste rejoindre ce propos. J'avais une discussion là cette semaine, en l'occurrence, avec une amie à ce sujet. J'utilisais les mêmes mots et je trouve ça très fort et ça m'attriste. Mm. Ça me met en colère aussi. Je peux pas m'empêcher d'être dans le jugement de ça. Mm. Donc voilà, je voulais réagir là-dessus. Et le deuxième point, du coup, là, c'est une question, on va dire presque pratique. J'ai vu, je m'étais intéressé via Facebook ou par mail, je sais plus, à ce que tu peux proposer comme cycle ou comme atelier. Euh, voilà, je voulais juste que tu nous dises un mot là-dessus, si tu veux bien, et enfin, quelles sont tes approches, Mhm. tu nous permets ouais, d'accéder à Mhm. ouais, je sais pas comment dire, d'accéder à tout ça. Ouais. D'accord. Ouais. Merci. Alors, au niveau des ateliers, alors moi je suis en plein, voilà, essayer. Alors, les ateliers en face à face que j'offre pour le moment sont vraiment basés sur la structure du docteur Daniel Faure. Donc c'est lui qui me l'a transmise. Donc ce que j'enseigne, enfin ce que j'enseigne, ou la façon dont j'accompagne les gens, c'est quelque chose qui m'a été transmis. Donc voilà, et le but c'est d'aller justement observer les quatre lignées principales, d'en choisir une et de cheminer sur un week-end avec une de nos lignées dans une optique de guérison. J'ai horreur du mot de guérison, dans une optique de libération. J'aime bien le mot libération parce que voilà, ça peut inclure beaucoup de choses. Libération, transformation, et donc il y a un chemin de voilà de guérison des défunts, libération des défunts, passage d'âme, mais il y a aussi tout un pan où justement, moi j'ajoute, enfin vraiment cette reconnexion au vivant, comprendre la connexion au vivant de nos ancêtres, que nos ancêtres entretenaient, pour justement pouvoir bah voilà, trouver un peu pour nous ce qui fonctionne et savoir quoi aller explorer et ressortir de cet atelier avec non seulement une lignée qui est plus fluide en termes de transmission, des ancêtres les plus anciens vers les ancêtres vivants, enfin vers les membres vivants de la famille, tout en ayant voilà, une nouvelle, un renouveau en termes de connexion à soi, aux autres et aux vivants. Donc il y a cet aspect-là. Donc ça, c'est souvent des ateliers de 2 jours. Et puis là, je suis en train de développer, j'ai commencé, où je fais des ateliers c'est 2 heures par semaine, sur 3 ou 4 semaines, où on explore justement notre connexion vivant aux ancêtres. C'est en ligne, c'est plus facile pour les gens, puisqu'on peut tout faire à distance, c'est comme maintenant. Et pour le moment, je touche du bois, c'est pas mal, ça marche. Donc voilà, mais je suis en plein en train de le développer, hein, donc c'est nouveau, et puis je développe en fonction des groupes que j'ai. Donc là, j'ai commencé mon deuxième tour, et c'est sympa, quoi. Mais c'est tout ce que j'offre. Puis après, c'est des accompagnements individuels, bien sûr. Voilà. Voilà. Et mon livre, en fait, n'explique pas comment se relier. Enfin, mon livre explique comment se relier à la sagesse des ancêtres aussi et aux vivants, parce que je ne fais pas la différence dans le livre vraiment entre ancêtres et vivants. Enfin, pour moi, c'est vraiment la sagesse des ancêtres, c'est aussi la sagesse du vivant. Par contre, voilà, le livre de Daniel Force, c'est l'inverse. C'est vraiment un guide pour se connecter aux ancêtres. Et vraiment, la structure est expliquée et tout ça. Je préfère le préciser quand même. Merci. Merci Azel. Moi, j'ai peut-être une question. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres ou pas. Peut-être on va vers la fin tranquillement, je ne sais pas. Mais Mhm. ma question, c'est qu'est-ce que, quelles sont tes pratiques à toi
pour continuer à être bien en lien avec le vivant dans ton corps. Parce que finalement, quand on te lit et quand on t'entend, en tout cas quand je prends le temps de t'entendre pendant cette conférence, je vois bien que tout passe par le corps. Le Mhm. langage passe par le corps. Le lien avec le vivant, le dialogue avec le vivant, avec les ancêtres, passe par ce corps. Et donc, finalement, il faut garder cette connexion au corps. Et toi, c'est Mhm. quoi tes trucs à toi? Ça ne veut pas dire qu'on va Le truc. généraliser, mais c'est quoi tes Ouais. petits Bah, déjà, maintenir régulièrement des balades en forêt, toute seule, impérativement seule. Après, enfin, j'habite à 5 minutes à pied, donc c'est facile, mais voilà, de maintenir ça peut-être tous les 2 jours. Si je pouvais faire tous les jours, je le ferais, mais là, c'est tous les 2 jours où je vais, même pas forcément longtemps, 20-30 minutes pour juste me ressourcer, je rentre à la maison, ça me fait du bien. Ce qui m'aide, c'est la nourriture. Il y a quelque chose dans la nourriture où systématiquement, toute nourriture que j'achète ou que je consomme, hein, qu'elle soit vienne de mon jardin ou du magasin, je pense au cheminement de l'aliment. J'ai besoin en fait d'avoir des aliments qui n'ont pas cheminé trop loin, donc le plus local possible si je peux. Bio, j'ai pas toujours les moyens, je fais de mon possible, mais voilà. Donc après, le but c'est de faire ça, mais c'est de penser au cheminement de l'aliment et de l'impact que j'ai en fait en mangeant. Euh, et quelque chose que j'aime bien aussi, c'est chez moi, en fait, tout est vivant, hein. Tous les matériaux qui composent notre maison sont vivants. Et ce que j'aime, c'est, voilà, enfin, là, on a une maison avec un puits, et il y a le jardin, enfin voilà, et me connecter aux éléments, et me connecter à la maison, et essayer de ressentir l'âme de la maison et voir ce dont la maison a besoin. C'est la première chose qu'on a fait quand on a acheté la maison. On s'est assis, on a dit, voilà, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Le truc, c'était retire toutes les portes. On a retiré toutes les portes. Mais voilà, enfin, d'avoir une relation en fait avec la maison et de voir la maison comme aussi faisant partie du vivant. Bon, après, j'ai la chance de vivre au milieu de la campagne aussi, hein, donc la nuit, elle est chouette, il y a tout, il y a la totale. Enfin, on est bien là, c'est calme. Mais de me reconnecter aux terres avant la maison, de me reconnecter à la maison parce que les matériaux qui ont été utilisés pour faire la maison viennent tous de la terre. Voilà, donc c'est de voir un peu, enfin même ma table en bois, l'ordinateur, enfin ouais, tout, et c'est en fait, de maintenir ça, cette vision, et de maintenir ce truc que tout est vivant et tout continue à vivre, malgré la transformation à travers laquelle ça passe, je sais pas, ça me maintient dans un ensemble, dans un tout, j'ai envie de dire, en fait. Il y a vraiment Mm. ça, il y a ça. Ouais. Mais Mm. après, enfin, moi, je sais que la nuit, quoi, il y a quelque chose qui se passe pour moi la nuit, et dormir à la fenêtre ouverte avec la chouette et juste regarder les étoiles. En fait, il n'y a rien qui me nourrit plus que ça. Entendre la chouette sous les étoiles, voilà. Si j'entends ça, avec la fraîcheur sur la peau, c'est comme si on me rechargeait, enfin, piou. Voilà. Après, on a chacun nos petites affinités. Et en fait, dès qu'on a trouvé sa propre affinité, ça peut être une odeur, hein. Ça peut être juste une odeur. Donc, voilà. Merci, Azel. Oui, on a tous nos affinités, mais ce que tu poses, et je te remercie du coup de l'avoir témoigné, euh, Mhm. pour toi en tout cas, c'est de maintenir cet état de conscience du tissage constant avec le vivant et Mhm. à n'importe quel niveau. Et là, Johan, mon cher ami, a dû être très content quand il t'a entendu dire que tout dans la maison était vivant parce qu'il nous donne, on donne des cours d'éco-psychologie. Du coup, ça fait partie de cette vision de Terrasson, Mhm. de montrer que finalement, bah, tout matériau est Mhm. composé de vivant. Mhm. Et ce maintien du tissage, il est essentiel, quoi. Donc, Mhm. merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on aille vers la fin, tranquillement? Non, non. Et ben du coup, le moment, ça va être un moment de vrai remerciement sincère, Adèle, vraiment de tout cœur. Mhm. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Euh, je suis touchée d'avoir ouvert cette conférence 2024 avec toi de la FECOP. D'habitude, j'ai toujours les mots de synthèse et là, tu vois, j'ai pas les mots parce qu'en fait, j'ai le cœur qui chauffe très, très, très fort et je sens qu'il va falloir que ça prenne le temps de descendre. Mais Mhm. merci parce que je crois que tu ouvres ce cycle profond de nous reconnecter Mhm. à ce qu'il y a de vivant en nous et au-delà de nous, euh, Mhm. avec beaucoup d'authenticité, de Mhm. simplicité
et là dans notre territoire. Merci d'avoir témoigné de tout ça, Azel. Merci pour ton livre. Vraiment, enfin, si vous ne Merci. l'avez pas lu, je vous recommande chaudement ce livre. Et, euh, Merci. et voilà. Merci de tout cœur, Azel. Merci beaucoup, Emmanuel, et merci à tous et à toutes pour, voilà, pour vos questions et votre présence. Merci. Mm. Merci. Belle fin de Mhm. soirée, à bientôt. À bientôt, À la merci. prochaine. Ciao. Au revoir. Merci.